Bonjour, je suis Philippe Gutzmann, je suis consultant indépendant. Je m'occupe de commerce, de consommation et de filière alimentaire et je suis par ailleurs élu de la Chambre de commerce Paris-Île-de-France. Il est incontestable que l'attractivité des centres-villes, on l'a vu ces dernières années, est plutôt en dégradation. Beaucoup de villes connaissent une vacance commerciale importante. Bon, malheureusement, il faut bien observer la réalité telle qu'elle est. Les centres-villes ont tendance à se désertifier commercialement. Certains parlent d'ailleurs de décommercialisation aujourd'hui, c'est ce qu'on observe. En fait, les centres-villes, comme n'importe quelle zone commerciale, comme n'importe quel centre commercial, fonctionne avec du flux et avec une certaine taille de clientèle, une zone de chalandise, comme on dit. C'est le principal sujet qui n'est d'ailleurs pas souvent évoqué. On parle toujours du commerce en tant que commerce, en oubliant de parler de la zone de chalandise. La zone de chalandise, en général, mais d'une ville en particulier, c'est quoi? D'abord, les habitants de la zone et leur capacité à accéder au commerce. Ensuite, les gens qui travaillent dans cet environnement et qui donc ont l'occasion d'aller faire des courses, de faire du commerce dans l'environnement dans lequel ils travaillent. Et enfin, les gens de passage qui vont donc venir dans cette zone pour y faire des courses, pour aller au restaurant, pour des activités touristiques ou culturelles. C'est comme ça que ça fonctionne. Le centre-ville, historiquement, c'était le lieu premier d'habitation. Dans l'histoire, c'est là où d'abord s'agrégeaient les habitants. Depuis assez longtemps, c'est de moins en moins le cas. Si on prend du temps très long, la population des 4 premiers arrondissements de Paris, pour prendre la ville la plus importante du pays, doit être aujourd'hui de l'ordre de 10-15% de celle qu'elle était il y a un siècle. Parce que les cœurs de ville se sont vidés des habitants pour des raisons de coût du logement, pour des raisons d'accessibilité, pour l'inadaptation des logements au mode de vie actuel. Donc on a souvent des difficultés, c'est pas vrai dans toutes les villes, mais souvent des difficultés au niveau de l'habitat. Et dans les années 60 à 90, on a beaucoup développé les zones périurbaines. C'est là où les gens ont voulu s'installer et habiter massivement. Ensuite, il y a le travail. Qu'est-ce qu'on observe depuis un temps plus récent? Les cœurs de ville étaient de façon emblématique le lieu de l'emploi, là où les entreprises s'agrégeaient, notamment les entreprises de bureaux, les administrations, etc. Les usines ont quitté les villes déjà il y a assez longtemps. Qu'est-ce qu'on observe depuis 20 ans? Les villes se vident. De quoi? Beaucoup d'entreprises délocalisent leurs bureaux, ou d'organisations d'ailleurs plus que d'entreprises, délocalisent leurs bureaux en périphérie, pour des raisons toutes simples. Loyer, accessibilité, conformité aux normes. Et le premier agent qui délocalise les bureaux, et donc les emplois, c'est l'État et les administrations publiques. Moi, je me promène partout en France, je ne compte plus les villes où l'hôpital a déménagé du centre-ville pour aller en périphérie au bord d'une autoroute, où le commissariat a déménagé, à Strasbourg par exemple, ou l'hôpital, j'avais l'exemple de mémoire à Metz. La mairie, ou du moins les bâtiments administratifs de la mairie aura déménagé. Il ne reste plus que la mairie que pour le côté décorum et les fêtes. Et donc, on a dévitalisé les cœurs de ville pour des raisons objectives qui sont décidées par les pouvoirs publics eux-mêmes et qui sont liées à la modernisation de l'appareil. Donc on a des centres-villes qui sont en réalité plus adaptés à la vie personnelle et à la vie au travail d'aujourd'hui. Donc quand vous avez vidé ça, dans les centres-villes, il reste le flux des gens qui viennent de loin, c'est-à-dire les gens de la région qui viennent faire du shopping dans la ville, les touristes, etc. Et qu'est-ce qu'on fait depuis 20 ans? Pour des raisons que je comprends et que je partage en bonne part, à entraver la circulation des voitures, à avoir des services publics de transport qui sont dans certaines villes correctes, mais en France quand même largement pas au niveau de ce qu'on veut générer, on se retrouve avec des villes qui sont atrophiées. Et la réalité des cœurs de ville, c'est que leur zone de chalandise, c'est-à-dire la taille de clientèle qui peut accéder à cette ville, le plus souvent, cette zone de chalandise s'est réduite de façon très forte sur les 15-20 dernières années. Et pas de façon subie, mais de façon choisie politiquement. Donc il faut se le dire. Et ce contexte-là, ce que j'évoque là, se fait dans un contexte par ailleurs où on a connu, sur les 20 dernières années, le développement énorme, évidemment, du e-commerce. Et donc, vous avez un cœur de ville qui s'atrophie, moins de taille de clientèle, plus de difficultés à générer du flux, là où les clients qui pouvaient y habiter, y travailler
ou fréquentaient régulièrement peuvent accéder à toute l'offre qu'ils pouvaient trouver au centre-ville depuis chez eux, depuis leur smartphone. Donc évidemment, ça crée un contexte compliqué. Encore une fois, que ce soit pour les centres-villes ou n'importe quel lieu de commerce, euh, rien n'est jamais figé. Tout peut toujours bouger, ça dépend effectivement des politiques publiques qui sont menées, mais toujours sur les mêmes fondamentaux. Quelle est la taille de clientèle accessible et quelles sont les modalités d'accès, est-ce qu'elles sont facilitées ou pas? Ce qui veut dire que si on veut, dans les villes, continuer dans cette voie de, je dirais, d'éradication de la voiture, ce qui pose de gros problèmes, mais qui peut se comprendre, ça veut dire que les villes doivent mettre en place des logiques de mobilité collective extrêmement puissantes, très au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui. Que ce soit en matière de distance, de facilité de flux, mais également de fréquentation, de fréquence, et également de fréquence le soir ou la nuit, par exemple, hein, où c'est quand même là largement dégradé. Donc il y a déjà ça. Pour autant, on n'aura pas le même commerce. C'est-à-dire que le client qui venait éventuellement en ville en voiture pour faire des courses, il remplissait son coffre en faisant plusieurs magasins. Quand vous venez en bus, en tram ou en RER, si vous êtes à Paris, vous ne faites pas les mêmes courses parce que vous êtes chargé de vos courses à bout de bras et donc vous n'avez pas la même nature de commerce. Il faut se le dire. Et de toute façon, il y a quelque chose qui moi, m'interpelle, une forme d'injonction paradoxale du politique, qui d'un côté veut, et je partage ça, réactiver les cœurs de ville avec des programmes publics parfois très dynamiques, ou en tout cas très coûteux, et de l'autre côté qui va véhiculer un imaginaire qu'on a beaucoup entendu dans certaines grandes villes, un imaginaire de ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure, par nature, est une ville qui atrophie sa zone de chalandise, c'est même dans le texte. Parce que si on veut une ville du quart d'heure, ça veut dire que logiquement toutes les villes sont du quart d'heure. Et juste pour bien vous faire comprendre, quand je prends cette ville du quart d'heure, ce que ça signifie. Si on dit dans l'absolu ville du quart d'heure, ça voudrait dire que chaque citoyen a accès à un quart d'heure de l'ensemble des commerces dont il a besoin. C'est ça que ça veut dire. Donc chaque citoyen partout. Ça veut dire que partout, si je pousse le trait, partout on est dans une logique du quart d'heure. En ville ou dans un village ou dans un centre-bourg, on a tout à un quart d'heure. Si vous prenez par exemple Paris et sa grande banlieue, encore une fois c'est un exemple extrême mais ça illustre les choses. Paris concentre la moitié des commerces de l'Île-de-France. Je parle de nombre de commerces, et pas de chiffre d'affaires ou de surface, mais la moitié des commerces de l'Île-de-France. Si on considère qu'il faut le même nombre de commerces, on va supposer que la nature est la même, le même nombre de commerces pour l'ensemble des franciliens, ça supposerait que demain, on réduise le nombre de commerces dans Paris de moitié. En tant qu'élu de la CCI de Paris, ça ne me plaît pas beaucoup, et qu'on augmente corrélativement le nombre de commerces, par exemple du Val d'Oise, de 40%. On voit bien, quand je donne cet exemple qui est totalement absurde, combien la logique même des villes du quart d'heure n'a pas de sens. Et d'ailleurs, une ville, depuis toujours, est constituée de flux et était construite historiquement. Les villes se sont construites autour de ce qu'on appelait des villes de foire, c'est-à-dire les villes ont grandi autour de leur activité commerçante au niveau, pas seulement local, mais au niveau national ou international. Les grandes villes étaient d'abord des villes de commerce et d'échange. Et c'est comme ça qu'elles se sont développées. Et donc si on veut revivifier les villes autour du commerce, qui me paraît tout à fait sain et pertinent, ça veut dire qu'on doit clairement re-questionner toutes les politiques qu'on met en place depuis 20 ans en matière d'accessibilité, de mobilité, que ça plaise ou pas, de parking, peut-être pas dans la ville, mais en périphérie des villes, etc., etc. Juste un exemple encore, si on va un peu à l'étranger, ce qu'on ne fait pas assez en France, et même si tout n'est pas parfait, mais si vous allez par exemple à Amsterdam, qui est une grande ville, c'est pas la taille de Paris, mais c'est une grande ville, il y a un périphérique d'Amsterdam autour duquel il y a des parkings relais de partout, avec un système de transport en commun qui vous amène très rapidement dans le centre-ville. Eh bien, les grandes villes françaises qui ont ce type d'organisation sont assez rares, ou en tout cas n'ont pas la densité de ce que je peux voir dans certains autres pays. Attirer le chaland, attirer des clients, que ce soit des touristes ou des clients qui n'habitent pas dans la ville, hein. On a dit il y a ceux qui y habitent, il y a ceux qui y travaillent, et il y en a de moins en moins, mais ceux qui viennent. Si on se déplace, si on fait l'effort de se déplacer dans la ville pour faire des courses,
On y vient parce qu'on a envie d'y passer, que ce soit pour des courses ou pour une sortie, le restaurant, la culture et autres. On y vient pour y passer un bon moment. Et là se pose, à l'évidence, le problème de la sécurité des villes. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les cœurs de ville de beaucoup de villes françaises, j'en connais quelques-unes, que je fréquente régulièrement, j'ai en tête, bon, je ne vais pas les citer. On a aujourd'hui des niveaux de sécurité ou de sentiment de sécurité. Encore, je ne veux pas rentrer dans le débat sécurité, sentiment de sécurité, ce n'est pas le sujet. Peu importe, c'est ce que les clients disent. Des niveaux de sécurité qui sont particulièrement dégradés, qui sont insupportables. Les clients ne viennent pas dans une ville pour y croiser tout ce qu'on peut observer de tags, de poubelles qui débordent, désolé de le dire comme ça, mais de mendicité, de SDF à enjamber. Cette situation est évidemment douloureuse et elle mérite attention, mais le client qui vient là, il veut avoir la paix, il veut dans un cadre qui est agréable et qui est joli, et ça n'est pas le cas. Il ne vient pas pour fréquenter des transports en commun, qui sont, là c'est le cas notamment des métros, qui sont là encore souvent très dégradés. Et c'est absolument fondamental. Si les maires veulent revivifier leur centre-ville, avant de s'occuper du commerce, qu'ils s'occupent de la sécurité, au sens large, des accès, et après ils s'occuperont du commerce. Le commerce vivra naturellement tout seul s'ils ont créé les conditions de venue des clients dans la ville. Et c'est ça le principal sujet. Donc la sécurité, absolument fondamentale. Les métiers du commerce vont changer sous l'effet de plusieurs évolutions. La première évolution qu'il faut intégrer, c'est comme ça, c'est une évolution horaire. Le commerce, dans tous les pays du monde, avait un certain nombre de contraintes horaires, ils n'étaient pas nécessairement ouverts tout le temps. La France avait une réglementation pas tellement contraignante. Il y a d'autres pays, moi j'ai grandi près de la frontière allemande, les commerces étaient fermés quasiment tous les samedis après-midi, et le soir, après 18h, ils étaient fermés. Donc la France était plutôt un pays relativement permissif, en revanche beaucoup plus contraignant que des pays comme les États-Unis ou des pays d'Asie, où c'est ouvert tout le temps. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nos rythmes de vie sont ceux d'un iPhone, sont ceux d'un smartphone. Et qu'on accède à des commerces, on peut avoir un acte de consommation, un acte d'achat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et que le commerce va de fait devoir s'y adapter. Ça ne veut pas dire qu'il faut ouvrir tout le temps, ça veut dire que chaque commerçant doit être en mesure de pouvoir ouvrir quand il peut rencontrer une clientèle. Et lui interdire de le faire, c'est stupide parce que ça veut dire emmener le commerce sur des circuits digitaux. Ça signifie que tout le cadre horaire, on peut le regretter, mais c'est comme ça, tout le cadre horaire très taylorien de l'organisation du travail explose et qu'il faut donc s'y adapter. Je rajoute à ça que de la même façon, le commerce, ce n'est pas des horaires figés, ce n'est pas l'industrie avec une production qui peut être lissée et organisée. Il faut être là quand le client est là. Et donc, il y a dans la journée des pics d'activité, des moments de creux, et là encore, il faut permettre probablement que l'organisation du travail évolue, peut-être que le droit du travail évolue, de façon à accompagner ça. Sinon, le commerce se fera ailleurs. En réalité, on n'a plus besoin de commerce. Faisons-nous peur une seconde. Aujourd'hui, avec un téléphone, encore une fois, j'y reviens, le smartphone a 18 ans, c'est beaucoup et c'est peu, parce que 18 ans, ça a pu changer des modes de fonctionnement. Vous pouvez aller sur des sites digitaux qui surclassent tous les commerces. Le commerce, pour moi, c'est la rencontre de deux grandes dimensions. Il y a une dimension de distribution de la marchandise, c'est-à-dire comment on achemine un produit jusqu'à un utilisateur final. Et dans ce cadre-là, la grande distribution s'est développée en surclassant le petit commerce parce qu'elle proposait plus d'offres moins chères, plus vite, de meilleure qualité. Quand j'entends de meilleure qualité, c'est-à-dire que là, notamment par exemple en alimentation, la fraîcheur des produits, etc. Après, chacun jugera de ce qu'il aime en termes de produits. Le monde du digital aujourd'hui surclasse la distribution, la grande distribution là-dessus. C'est-à-dire que vous avez encore plus d'offres, encore moins chères, encore plus vite, avec des niveaux de service dingues, même la nuit, etc. Donc la dimension de distribution, le commerce physique, son utilité est marginale aujourd'hui, ou du moins sa nécessité est marginale. Ça va être une utilité de convenience, de proximité, j'ai besoin d'un truc immédiatement, voilà.
Bon, cette dimension de distribution, elle est largement questionnée par l'outil. Il y a une autre dimension qui est fondamentale, c'est la dimension de relation. Moi, je répète sans arrêt cette vieille expression française, quand on dit de quelqu'un qu'il est d'un commerce agréable. Il n'a rien vendu. Être d'un commerce agréable, ça renvoie, le Larousse nous dit que ça renvoie à la qualité de la relation, de la conversation, etc. Eh bien, il faut que les commerces, notamment de centre-ville, soient d'un commerce agréable. Pourquoi on va fréquenter un commerce? Parce qu'on va pouvoir éventuellement développer une relation affinitaire avec le commerçant qui va nous comprendre, nous faciliter la vie, nous amener des solutions intelligentes. On va pouvoir trouver dans ce lieu de commerce d'autres consommateurs qui ont les mêmes affinités. On voit de plus en plus ces choses-là se développer. Donc on va créer une relation, le commerce doit créer une relation affinitaire avec ses clients, fondée d'abord sur son ADN de marque. Enfin, je ne vais pas aller dans des schémas marketing, mais il doit développer ça. Ça veut dire que au niveau des emplois et au niveau des vendeurs, au niveau du personnel, l'importance des fonctions d'accueil, de relation, de gestion de la relation sont absolument fondamentales. Et ça, c'est à la fois formidable et inquiétant. C'est formidable parce que la qualité de l'accueil ne requiert en tant que tel aucun diplôme, aucune qualification préalable, il n'y a aucune barrière à l'entrée. Je dirais que n'importe qui peut être de ce fait-là un formidable commerçant. Mais pour autant, ce n'est pas de l'amateurisme. Ça se travaille, voire ça s'enseigne, et c'est ce qui fera la différence. On fait tous l'expérience de commerce où on est mal accueilli, où on est mal servi et où on n'a pas envie de revenir. Pourquoi on serait obligé de revenir dans ces commerces quand on a du digital? C'est fini. Avant, on était obligé, il n'y avait pas le choix. Maintenant, c'est terminé. Donc la fonction accueil, elle est absolument fondamentale. Merci, je crois qu'on peut dire que le cap est atteint.